Merci beaucoup, Madame la Présidente, cher Claude. Monsieur le Sénateur, Olivier Cadic, Mesdames et Messieurs, les conférenciers, chers amis, israéliens, francophones, francophiles et franco-israéliens. Moi, je suis vraiment très heureux de me trouver aujourd'hui parmi vous en ce premier jour de printemps pour fêter ce grand événement annuel qu'est la Journée internationale de la francophonie. Il s'agit d'un sujet auquel je suis très attaché. Sur le plan professionnel, pour avoir exercé les fonctions de directeur de cabinet du ministre de la Coopération et de la Francophonie, c'était il y a 20 ans, et j'avais entre autres supervisé la réforme en profondeur des structures de TV5 permettant la création de TV5 Monde, et puis j'avais retravaillé la carte des implantations de RFI en Afrique. Mais j'y suis sans doute plus attaché encore à titre personnel. À Alexandrie, où ils étaient nés, mes parents se sont connus grâce à leurs études en français. Dans les deux établissements dirigés par l'Alliance israélite universelle, dans cette ville, au cosmopolitisme rayonnant. Et c'est tout naturellement que l'amour de cette langue et des cultures qu'elle porte les conduisit à choisir Paris lorsqu'il fallut partir d'Égypte. Ils m'ont transmis cet amour-passion et celui-ci m'a construit. Aussi, suis-je particulièrement sensible à la phrase d'Albert Camus, cet immigré venu de la rive sud de la Méditerranée, sensible à cette citation que vous avez choisi, cher Claude, de mettre en exergue de cette magnifique journée. Ma patrie, c'est la langue française. J'y reviendrai. Mais je rappelle d'abord quelques éléments essentiels, comme vient de le faire le sénateur Olivier Cadic. La langue française est parlée par près de 300 millions de personnes dans le monde et près de 80 pays ont en partage les cultures francophones, un véritable trait d'union entre les nations des 5 continents. Et célébrer la francophonie, c'est reconnaître le potentiel de la langue et de la culture pour unir les peuples, pour créer des espaces de dialogue, pour réfléchir ensemble à notre avenir commun. Lors de sa visite en Israël en début d'année dernière, le président de la République, Emmanuel Macron, avait rappelé la priorité qu'il souhaitait donner à la langue française et au plurilinguisme. Un an plus tard, le dictionnaire des francophones est en place sous forme d'une application numérique collaborative et d'un site internet lancé il y a 3 jours. Et puis bientôt, ce sera l'ouverture de la Cité internationale de la langue française dans le château en cours de rénovation de Villers-Cotterêts, comme cela vient d'être évoqué par monsieur le sénateur. Il s'agit d'un lieu hautement symbolique pour la francophonie, puisque c'est dans ces murs que la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts fut signée par François Ier en août 1539, rendant obligatoire la langue française dans les actes de l'administration et de la justice à la place du latin. Et j'ajouterais que cette ordonnance est le plus ancien texte législatif encore en vigueur en France, puisque ces 2 articles concernant la langue française n'ont jamais été abrogés. Faut-il rappeler l'importance de l'investissement de la France dans l'enseignement et la promotion du français? Avec le développement des lycées français à l'international, on compte aujourd'hui sans doute à peu près 370 000 élèves dans des établissements français à l'étranger. Et puis, Israël est particulièrement à l'honneur depuis que nous avons décidé d'y développer des filières d'excellence il y a 18 mois. J'ai ainsi eu l'honneur et le plaisir d'ouvrir la dernière édition de la Journée internationale des professeurs de français, qui s'est tenue les 25 et 26 novembre dernier, articulée autour d'un grand colloque international entièrement consacré à Israël et l'apprentissage du français langue étrangère, notamment par les nouvelles pratiques permises par le numérique. Donc, on a eu ce grand événement avec 40 pays issus des 5 continents pour ce temps fort, et puis également des membres de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, et puis l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Alors, je dirais un mot dans le cadre sûrement de l'interview de conclusion sur la question de l'entrée d'Israël dans l'OIF, mais je dirais que ici, en entrée, en introduction, que bien évidemment, la France soutient totalement
l'entrée d'Israël, la candidature d'Israël lorsque Israël présentera cette candidature. Cela se prépare et nous allons le préparer ensemble. En attendant, la francophonie en Israël, elle se décline au quotidien en s'appuyant sur une communauté française et franco-israélienne d'environ 170 000 personnes et environ 850 000 locuteurs francophones. Avec des temps forts, évidemment, pour l'ambassade ici à Tel Aviv et l'Institut français d'Israël, qui organise traditionnellement au mois de mars, avec les autres ambassades francophones et de nombreux partenaires israéliens, des événements qui permettent de valoriser la francophonie et l'usage de la langue française. Donc au programme cette année, malgré la pandémie, citons le Festival du film francophone, une grande dictée de la francophonie, ou encore, évidemment, aujourd'hui, notre journée débat sur la langue française en partenariat avec le campus francophone du Collège académique de Netanya. Autant de possibilités d'explorer en quoi la langue française est porteuse d'identité et fait lien entre les francophones. Parce qu'il s'agit bien d'identité. Comme le souligne Michel Serres, ce n'est pas rien le vocabulaire, oublier sa langue, c'est perdre son âme. Et il s'agit bien de liens, au-delà des pays. Sioran, philosophe et écrivain roumain d'expression française, le rappelle ainsi, on n'habite pas un pays, on habite une langue. Une patrie, c'est cela et rien d'autre. Et moi, j'aime l'emploi de ce mot patrie qui est quelque peu tombé en désuétude aujourd'hui. Mais on peut se demander qu'entendent par là ceux qui le revendiquent pour notre langue comme, évidemment comme Camus ou Sioran, mais aussi les prix Goncourt, Éric Orsena ou encore Leila Slimani. Quelle est donc cette patrie qu'ils évoquent? Permettez-moi de m'y arrêter un instant. D'abord pour rappeler que la patrie relève de la fusion d'un héritage et de la sacralisation de celui-ci. La patrie, c'est la représentation que nous nous faisons du legs de l'histoire, patrimoniale et culturelle. Habituellement, on parle du pays, mais ici, on parle de notre langue. C'est un héritage d'une infinie richesse accumulée au fil des siècles par une transmission jamais interrompue entre générations successives. Et c'est en même temps la sacralisation de cet héritage, liée à la conscience de ce que nous lui devons et à l'amour que nous lui portons, en ce que cet héritage est constitutif de notre identité, producteur de sens collectif et ordonnateur de notre temporalité. Oublier la sacralisation et la patrie se réduit alors à un héritage offert à tous mais qui ignore l'essentiel. Le mystère du lien qui nous relie à cet héritage, une sorte de mystère indépassable de ce qui fait en chacun un ancrage qui est collectivement un lien. Autant dire que la phrase de Camus demeure dans un monde à la fois imprévisible et instable d'une lumineuse modernité. D'abord parce que la mondialisation marchande a accéléré la perte des ancrages et des repères territoriaux. Et Camus avait pensé cette perte et posé les questions essentielles du futur village planétaire. Pour les uns, l'abaissement des frontières favoriserait la paix entre les nations en permettant l'avènement de sociétés ouvertes, égalitaires, multiculturelles et pleinement conscientes des dégâts historiques des nationalismes. Mais pour d'autres, le concept de citoyen du monde resterait une dangereuse mystification. L'abolition progressive des frontières aurait pour conséquence la destruction des identités, ainsi que la création de nouvelles et multiples lignes de fractures sociales et culturelles, lesquelles ébranleraient inévitablement les cohésions nationales. Vers qui se tourner alors? Vers quel groupe de ses semblables pour trouver son équilibre personnel, s'engager autour d'un projet mobilisateur et parfois sentir la sérénité d'une promesse partagée? Et c'est précisément là, alors qu'une nouvelle géographie de communautés aux références culturelles partagées s'établit sans lien avec les territoires, c'est précisément là que s'affirme l'importance de la francophonie.
Et nous allons la retrouver dans les différentes communications de cette journée sur toutes les facettes de la langue française, linguistique bien sûr, avec notamment le slam, mais aussi littéraire et philosophique, éducative, artistique avec le théâtre et le cinéma. Et donc vous allez tous participer aujourd'hui à un foisonnement intellectuel de très haut niveau qui montre l'ampleur et la profondeur de la pensée française et francophone, dont la portée conjugue à la fois, je dirais, le local et l'universel. Alors, je vous souhaite une bonne journée à tous. Je remercie encore tous les participants, tous les organisateurs de cette magnifique fête de la francophonie, car il faut toujours garder cela en tête, la francophonie est d'abord une fête. Merci à tous.